production de Thuya occidentalis, communément appelée cèdre, occupe une place très importante dans le secteur de la production en pépinière ornementale au Québec, autant en matière de nombre de producteurs qu'en superficie cultivée. L'ICDO évalue qu'environ 20 des superficies en production ornementale sont occupées par cette culture. Parmi les problèmes rencontrés dans cette culture, la surproduction de semences demeure celle qui occasionne le plus de pertes. En plus de ralentir la croissance, les cônes affectent la qualité esthétique des tuyas et les rendent invendables. Dans cette capsule, nous discuterons de l'importance des dommages, puis nous verrons le développement des cônes et enfin comment contrôler la production de ceux-ci. La production de semences est un phénomène naturel et obligatoire chez le thuya. En conditions naturelles, elle se produit normalement à partir de l'âge de 5 ou 6 ans. En production, ce phénomène apparaît dès la deuxième année après la plantation, soit 4 ans après le semis. Un des problèmes les plus préoccupants dans la production de thuya est la surproduction de semences. Ce phénomène occasionne beaucoup de pertes dans les tuyas. Il peut les rendre inesthétiques, donc invendables. Il peut aussi impacter la croissance des tuyas parce que les cônes ont besoin de beaucoup d'énergie pour leur développement. Durant le développement des cônes, la croissance des rameaux du thuya est fortement ralentie, passant d'environ 30 à 45 cm de croissance à seulement 15 à 25 cm par année. La présence de cônes sur les arbres en production est inesthétique et rend les arbres invendables pendant 2 ans. Certains cultivars sont plus sensibles, comme les nigras. L'ICDO estime que le thuya est l'espèce qui génère le plus de revenus dans la production en pépinière ornementale et évalue à environ 800 000, plus ou moins 200 000, le nombre de thuyas produits annuellement en champ par les producteurs au Québec en 2022. Le prix de vente moyen en gros se situe entre 25 et 50 dollars par arbre de 130 à 180 cm. La perte monétaire liée à la surproduction de semences est donc considérable et varie fortement d'une année à l'autre et d'une région à l'autre. À la pépinière, on a décidé d'arrêter de produire des cèdres noirs justement à cause de la surproduction de cônes. On s'est dirigé vers le thuya émeraude qui, lui, en fait peu ou pas du tout. Avec la surproduction de cônes, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne perd pas une année de croissance, c'est qu'on rajoute une année de croissance à la plante. Donc, des coûts supplémentaires, ça monopolise nos champs pour une année de plus. Qu'à long terme, c'est que ça nous enlève la possibilité d'avoir une culture supplémentaire dans le champ dans lequel ils sont plantés. Un plant de cèdre noir plein de cônes, ça ne rencontre pas les critères de standard de qualité pour le cèdre noir. Donc, quand on veut livrer à un client un cèdre qui est plein de semences, on ne peut pas le faire. T'sais, visuellement, c'est pas beau, puis on ne peut pas se permettre d'envoyer des cèdres pleins de semences comme ça. L'initiation florale se produit durant l'été en conditions de jours longs et les boutons floraux commencent à être apparents dès le mois d'août. La floraison a lieu tôt au printemps suivant, tout au début du mois d'avril. Les fleurs femelles s'ouvrent et produisent des gouttes polliniques lorsqu'elles sont prêtes à être pollinisées. On peut observer les boutons floraux dès la première de septembre. C'est des protubérances qu'on peut voir aux extrémités des ramis, comme on peut le voir ici. Donc voici la différence entre les deux ramis. Ici, on a des ramis femelles et ici, on a des ramis mâles. Le thuya est une espèce monoïque, ce qui signifie que les fleurs mâles et femelles se trouvent sur un même plan. Les fleurs mâles sont situées sur la partie inférieure d'un rameau de 2 ans, alors que les fleurs femelles sont situées sur les ramilles des extrémités de ce même rameau. Une partie des fleurs femelles vont être fécondées. Les cônes provenant de ces fleurs croissent ensuite durant l'été et pour atteindre leur maturité au début de l'automne, vers le mois de septembre. C'est à ce moment qu'ils ouvrent et libèrent leurs semences. La plupart des ramilles ayant porté des fleurs mâles vont jaunir et tomber à l'automne. L'abondance ou non de la production de cônes, selon les années, est tributaire d'une équation complexe dans laquelle différentes variables entrent en jeu.
Les principales variables connues qui amplifient le phénomène sont la fertilisation azotée, le stress thermique et le stress hydrique. La surfertilisation azotée est un élément qui amplifie l'induction de la floraison. Cette variable peut difficilement être éliminée en production puisqu'on cherche à optimiser la croissance des tuyas par la fertilisation. La surproduction de semences dans les tuyas est influencée par d'autres facteurs. Par exemple, dans le champ, une pluviométrie faible ou un sol compacté, un sol mal drainé, une production dans des baissières peuvent avoir une incidence sur la production de cônes. Dans une production en pot, un plant qui est asphyxié ou un surplus d'eau peuvent aussi influencer la surproduction de cônes. Oui, le mauvais drainage et la compaction ont un effet direct sur la surproduction de cônes. Les années où on s'est aperçu qu'il y avait le plus de surproduction, c'était les années où nos champs étaient plus compactés, le sol est plus lourd, un mauvais drainage. Donc, on voyait les sets dépérir au fur et à mesure que la saison avançait, puis on voyait les fleurs s'installer tranquillement. Des cônes peuvent avorter en cours de route. La nouaison des cônes est un phénomène mal connu. Il a été observé que la pluie ou l'irrigation pouvait nuire à la pollinisation et mener à plus d'avortements de cônes. Afin de contrôler la production de cônes, certaines des variables vues précédemment peuvent être gérées dans une certaine mesure, comme éviter de surfertiliser avec de l'azote ou maintenir une irrigation adéquate lors de sécheresse. En 2014 et 2015, dans le cadre d'un projet, l'ICDO a testé des produits dans le but de réduire la production de cônes dans les tuyas. Les produits mis à l'essai agissaient selon différents modes d'action. Les résultats étaient variables selon le moment d'application. Pour les deux produits les plus efficaces, soit l'été-fond et la chaux soufrée, les résultats révèlent que le moment d'application qui fonctionnait le plus était durant la floraison, qui dure normalement 2 semaines. Le phénomène de surproduction de semences est un phénomène qui est encore mal compris. L'ICDO s'est penché sur ce problème en 2014-2015 avec un projet où on a vu que l'étéfond et la chaux soufrée étaient testés et jugés efficaces contre la surproduction. On a aussi observé des changements de morphologie sur les fleurs femelles où on voyait des gouttes polliniques qu'on pense qu'ils influencent l'efficacité des traitements. Suite aux essais du premier projet de surproduction de cônes, ici à la pépinière, on pulvérisait au printemps. On était vraiment attentifs à la bonne journée pour faire la pulvérisation. On allait chaque jour voir le stade de développement de la fleur, puis on détectait vraiment la bonne journée pour effectuer les pulvérisations. Je crois que pour la fenêtre de temps, on était vraiment dans les bonnes dates. Mais année après année, on se rendait compte que c'était jamais égal. Même si on mettait les produits vraiment de la même façon, on respectait le protocole, on n'arrivait jamais à enrayer la surproduction de cônes. Donc, des années, ça a super bien marché. Il n'y a aucun cône qui est apparu. Puis certaines autres années, on arrosait dans les règles de l'art, puis les cônes se faisaient quand même. La variabilité de l'efficacité des traitements, en plus des changements de morphologie qu'on observe sur les fleurs femelles, ont amené l'ICDO à refaire un deuxième projet. Un deuxième projet a été mené de 2021 à 2022 où l'objectif spécifique était de déterminer la période d'application optimale du produit durant la floraison et d'évaluer l'efficacité des applications en fonction du moment de la journée et de la morphologie de la fleur. En parallèle, un essai de caractérisation du processus de floraison de Thuya occidentalis et d'identification des repères phénologiques a aussi été mené. Seule la chaux soufrée, qui agit en brûlant les fleurs avant la pollinisation, a été testée cette fois, puisque l'homologation de l'étéfond était en réévaluation à ce moment-là. Durant le projet, on a essayé de déterminer la période optimale d'application du produit durant la floraison. Donc, on a fait 4 applications à 3 jours d'intervalle sur 2 semaines parce qu'on ne sait pas combien la floraison elle dure exactement. Aussi, on a essayé d'évaluer l'efficacité du traitement
en fonction du moment de la journée et de la morphologie de la fleur. En fait, on ne sait pas à quel moment la goutte elle sort. Donc c'est pour ça qu'on a fait 2 traitements dans la même journée, un au début de la journée et un au début de l'après-midi. Durant le projet et avant chaque application, on observait à la loupe les fleurs femelles pour noter la présence ou absence des gouttes. Donc en notant la présence ou absence des gouttes, on veut vérifier s'il y a une relation entre l'efficacité des traitements et la goutte pollinique. Ensuite, on a essayé de caractériser la floraison en installant des caméras time-lapse vis-à-vis des fleurs femelles pour savoir le moment exact de la sortie des gouttes durant la journée. Enfin, le dernier objectif était d'identifier des repères phénologiques qui pourront nous aider à identifier le début de la floraison. Voici les principaux résultats du deuxième projet qui a duré 2 ans. Il y a eu jusqu'à 3 fois moins de cônes fécondés dans les tuyas traités à la chaux soufrée comparativement aux témoins pour les 2 années du projet. Le projet nous a permis de découvrir que lorsqu'on appliquait le traitement entre 125 à 187 degrés jour, le produit a été efficace. Dans cet intervalle, les gouttes étaient présentes sur les fleurs. Lorsque les traitements sont faits en présence de gouttes, cela fonctionne. La période, soit avant-midi ou après-midi, n'a pas eu d'impact considérable sur l'efficacité des traitements. Le défi de cette méthode de contrôle est de traiter lorsque les gouttes sont apparentes, mais les fleurs du thuya sont très petites et parfois difficiles à observer à l'œil nu. Jusqu'à maintenant, on se basait sur la floraison de l'érable argenté et de l'érable rouge pour nous situer par rapport au début de la floraison et donc quand traiter. Dès le début de la floraison de l'érable argenté, on peut commencer à observer les fleurs femelles à l'aide d'une loupe pour voir l'ouverture des fleurs et la sortie des gouttes. Donc cela va nous aider à cibler le moment de début de traitement. Le suivi des degrés jours est un outil déterminant pour cibler la période de floraison. L'observation des gouttes sur les fleurs femelles à l'aide d'une loupe sur le terrain est le meilleur moyen de s'assurer de leur présence. La floraison de l'érable argenté peut servir de repère phénologique pour débuter l'observation des fleurs du thuya. Ce dernier fleurit autour de 100 degrés jour. Pour terminer, la production de cônes dans les thuyas occasionne des pertes importantes en pépinière ornementale. Elle nuit à la croissance des arbres et mène à leur déclassement. Afin de contrer cette problématique, certains paramètres de production peuvent être gérés différemment, mais dans une certaine mesure seulement, puisqu'il est impossible de ne pas fertiliser en azote les thuyas en croissance ni de contrôler les températures. De plus, d'autres variables qui restent encore mal connues règlent l'initiation florale de cette plante. Le traitement avec de la chaux soufrée sur les fleurs au moment de la floraison permet une réduction considérable des cônes en production. Un bon suivi et l'observation des fleurs femelles sont toutefois nécessaires pour la réussite des traitements.